Monsieur, bonjour et merci de prendre le rendez-vous de ce 13h30. Tout de suite, nous allons démarrer en nous rendant dans le Septentrion pour retrouver Loukiat Dangouzato. Avec elle, on fera le point de l'actualité dans le Nord Bénin. Bonjour à vous, Loukiat Dangouzato. Merci à toutes et à tous. Bonjour. Nous démarrons avec cette nouvelle de Djougou, du moins de l'Atakora, mise en service d'un forage à motricité humaine à Birni, c'est dans la commune de Kouandé. Le joyau vient régler un tant soit peu le grand problème d'eau potable auquel sont confrontées les populations de ces villages. Le donateur est un habitué des lieux et il n'est pas à son premier geste. Et Mérida Coinsoton nous en parle. Un grand os vient d'être enlevé de la gorge des populations de Birni-Maro et Birni-Centre. Nous sommes dans la commune de Kouandé. Fini l'eau de qualité rougeâtre, très impropre à la consommation qui était cependant entre autres leur source d'approvisionnement. Désormais, les populations de ces localités pourront avoir de l'eau potable, ceci grâce à ce forage à motricité humaine, de quoi faire jubiler femmes et enfants. Aujourd'hui donc est une grande fête. C'est une fête parce que grâce à Dieu, on a pu faire en sorte que désormais les populations de Birni puissent disposer de l'eau potable. Dieu m'a donné les moyens pour faire en sorte que l'eau sorte des entrailles de la terre pour le bonheur, n'est-ce pas, de mes chers frères et sœurs. Selon le donateur, ce forage réalisé à un coût de 7 millions est une vieille doléance des populations qu'il a tenu à concrétiser. Car nul n'ignore l'importance de l'eau dans la vie d'un homme. L'eau est fondamentale, l'eau est capitale, l'eau c'est la vie. Bon, nous sommes très contents d'avoir reçu cet ouvrage par le docteur Moudjib, notre petit frère. Donc au nom de la population, nous le remercions. Nous allons faire bon usage de cet ouvrage que nous venons de recevoir. Désormais, à Birni, Maro et Birni Centre, il y aura moins de maladies liées à l'eau. Mais une chose est de puiser de l'eau potable et l'autre est l'hygiène qui doit exister autour de cette eau. Bien nettoyer les bassines et autres jarres qui reçoivent l'eau et bien protéger l'eau une fois puisée. Hygiène nécessaire pour vraiment bénéficier des bienfaits de l'eau potable et éloigner les éventuelles maladies. Restons toujours dans l'Atakora. Cette fois-ci, nous parlons de la communauté Natemba qui célèbre sa culture. C'est l'arrondissement de Urukayo dans la commune de Kouandé et qui a abrité les travaux et festivités de cette célébration. C'est du moins ce que nous disent Aziz Alagué et Giscard Akouvi. Urukayo, carrefour de la langue naténi et des traditions Natemba. 4 ans après le rendez-vous de Tanguieta, les peuples ayant en commun ce dialecte se retrouvent pour la mise en valeur de la langue naténi et les autres pans de leur culture. Ce double événement, journée culturelle et séminaire auquel vous êtes conviés aujourd'hui, est l'aboutissement d'un long processus de concertation, de consultation et d'entretien fructueux entre tous les acteurs porteurs de la culture naténi. Nous sommes dans une tradition de promotion, de développement de la langue et de la culture natemba. Nous ne sommes pas ici pour nous amuser, pour danser, être contents. Nous sommes ici pour revenir sur la dimension institutionnelle, le fonctionnement de notre commission. Selon les initiateurs, des peuples tendent à disparaître du fait de la modernité. Les mobilisations autour de la langue et de la culture vont contribuer à la sauvegarde du potentiel culturel existant. Ce qui nous réunit aujourd'hui est au centre de notre culture secouée de disparition. Mais je suis convaincu que grâce à ces retrouvailles, nous aurons à relever le défi. Sans notre culture, nous disparaîtrons. Si la culture d'Athénie s'en va, c'est une partie de Kouandé qui part. C'est une richesse de Kouandé. 2 jours durant, au cours des ateliers, les participants vont réfléchir aux voies et moyens pour mettre sur la vitrine du développement le peuple Natemba et sa culture.
De la culture, passons au sport. Le CG Albarika remporte la finale de la phase communale du championnat de l'Union des associations sportives de l'enseignement secondaire en abrégé UASS. C'était face au lycée Mathieu Bouquet à l'issue des séances de tir au but et Kiliro Gounosero, Shamsdine Bagri et Simon Vignon pour le compte-rendu. Le CG Albarika soulève une deuxième année de suite le trophée de l'UASS, l'Union des associations sportives de l'enseignement secondaire, phase communale. Habillés ici en bleu, les joueurs du CG Albarika ne réussissent à faire la différence dans le jeu durant la partie devant les adversaires. CG Albarika et lycée Mathieu Bouquet se neutralisent jusqu'au coup de sifflet final. Place à la fatidique épreuve des séances de tir au but où les bleus l'emportent 3 tirs contre 0, ceci en grande partie grâce au dernier rempart, Sataru Mesuna. Notre secret, la première des choses, c'est l'application parce qu'on a eu à travailler plusieurs fois aux entraînements. Le coach nous a toujours dit, pour jouer les tirs au but, il faut choisir un côté dosé et c'est ce qu'on a appliqué. Au tir au but, vous savez, c'est une question de nerfs. Et lorsque ça en veut parler, c'est que ça en veut parler. Ils ont eu la chance au tir au but. C'est une satisfaction pour le directeur technique de l'UASS, Borgo Alibori. 4 jours ont permis de jauger le niveau des jeunes sportifs avant la phase départementale. Je crois au niveau des sports demain, il y a eu des révélations. Ça, il faut le dire. Les matchs ont été d'un niveau très moyen. On ne peut pas dire que ça a été complètement satisfaisant, mais on a eu des valeurs. Je prends le volet où Albarika a pris la suprématie. On sent le niveau est vraiment très bon. Au handball, c'est pareil avec un CG Banikani qui a pulvérisé pratiquement beaucoup d'équipes. À l'issue de la compétition, il y a une équipe qui est vainqueur. Vous avez la possibilité d'étoffer votre équipe afin d'avoir une équipe plus compétitive. Parce qu'au niveau départemental, eh bien, les débats ne seront pas du tout amusants. Outre le football, le volleyball, le handball et le basketball étaient aussi au rendez-vous de ce championnat communal de l'UASS qui a eu le mérite de révéler des talents. Voilà, ce sera donc tout pour cette intervention en direct de Parakou. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Merci également à vous, Loukiat Dangouzato. Puis vous le savez déjà, l'examen du certificat d'études primaires démarre le 6 juin prochain sur toute l'étendue du territoire national. Dans les établissements scolaires, l'heure est à la révision. L'encadrement des candidats devient intense. Une équipe de l'antenne régionale de Boycon est allée constater l'état de préparation des candidats dans quelques établissements scolaires de Boycon. Suivons le reportage de Gilles Dansou. François Zissou. Encore quelques jours et le top du certificat d'études primaires CEP 2016 sera donné. Dans les classes de CM2, on s'affaire, l'heure est au dernier réglage. Quelques enseignants expliquent. Nous sommes à près de 95% de l'exécution du programme prévu en classe de CM2. On a fini mathématiques, on a fini UST, on a fini une bonne partie donc de l'IS aussi. Pratiquement nous sommes à des séances de révision avec eux. Ça ou Mati, avec les enfants, et c'est que nous sommes dit après. Dans la plupart des écoles visitées, l'administration est bien consciente de l'enjeu que représente le CEP. Ce mois de mai est une période d'intégration, de révision avec beaucoup d'exercices afin que les enfants qui vont aller à l'examen bientôt acquièrent une certaine vitesse et une réflexion rapide, si je peux dire. Parce qu'à cet âge-là, souvent, le temps qu'ils prennent pour un examen peut être trop long. Les candidats à cet examen sont déjà aguerris, ils sont prêts pour affronter les épreuves du CEP. Et nous avons confiance à nos maîtres qui sont à plus ou à près de 100% d'exécution des situations d'apprentissage dans cette classe d'examen-là. À la direction départementale de l'enseignement primaire, Zoukoline, on fait le point. Nous avons au total 34 994 candidats, dont 15 960 filles. S'agissant des préparatifs, le CEP, c'est tout un processus. Nous sommes partis d'abord, n'est-ce pas, de l'inscription des candidats sur la liste d'examen. Nous avons fini ces étapes. Nous avons procédé de concert avec l'ADEC. Nous avons procédé à la saisie de la liste de tous les candidats
de cet examen-là avec plusieurs collationnements qui ont abouti à sortir la liste définitive. Pour rappel, le CEP démarre le 6 juin prochain. Vous le savez, le journal des régions, c'est aussi la liaison avec l'antenne régionale de Porto Novo. Porto Novo, nous allons retrouver Olive Ousougoué qui nous fera le point de l'actualité dans les départements de Lomé-Plateau. Olive Ousougoué, vous avez l'antenne. Avec un réel plaisir que je vous retrouve depuis Porto Novo pour les informations du jour en provenance des départements de Lomé et du Plateau. On démarre notre intervention par cette activité de la représentation nationale. Les députés de la 7e législature s'imprègnent du contenu du projet de loi portant création de la Chambre d'agriculture en République du Bénin. Ils ont pris part à un séminaire organisé à cet effet à Grand Popo. C'était en fin de semaine écoulée. Le point dans ce reportage. Le projet de loi numéro 2014-754 du 26 décembre 2014 portant création de la Chambre d'agriculture du Bénin, objet de ce séminaire d'imprégnation de la représentation nationale. Initié par la commission du plan, de l'équipement et de la production, la rencontre vise à amener les députés à comprendre la nécessité et l'opportunité de voter une loi portant création de l'institution consulaire en charge de la défense des intérêts du monde agricole auprès des pouvoirs publics et partenaires à divers niveaux. Compte tenu de l'importance de l'agriculture dans la chaîne de développement de notre pays, les députés, animés par la gouvernance participative, ont souhaité un séminaire d'imprégnation afin d'amener les députés à avoir des éléments justificatifs ayant conduit à l'élaboration de la loi portant création des chambres d'agriculture en République du Bénin. Le processus d'élaboration de la loi a démarré depuis 2008. Son adoption devrait favoriser le renforcement de la légitimité et le pouvoir d'action de la Chambre d'agriculture du Bénin, une institution créée en 1989. Les chambres d'agriculture du Bénin restent régies par un décret au lieu d'une loi, ce qui limite, affaiblit la légitimité et le pouvoir d'action de notre institution, alors même que le secteur qu'elle représente constitue le socle de notre économie avec 70% des emplois, 30% de produits intérieurs bruts, 90% de recettes d'exportation et 15% de recettes d'État. La Chambre d'agriculture du Bénin, restaurée en 2001 un réseau, est constituée de la Chambre nationale d'agriculture et de 6 chambres interdépartementales d'agriculture. Le réseau assure, entre autres, la collecte et la diffusion des informations économiques et agricoles, la promotion de la filière et la participation à la réalisation des travaux d'intérêt agricole. Quelle est la qualité d'enseignants dont dispose aujourd'hui le secteur de l'enseignement primaire et secondaire? C'est une question qui intéresse les parents d'élèves qui ont à cœur la promotion de l'excellence ainsi que les responsables d'établissement. Préoccupation à laquelle le censeur du CEG Jacin tente de donner une réponse. Il y a beaucoup d'enseignants, je ne les appelle pas professeurs, d'enseignants qui n'ont pas vraiment la culture nécessaire pour enseigner. Des gens qui ont peut-être fait 2 ans à l'université, 3 ans à l'université et qui doivent enseigner parce que l'objectif, ce n'est pas les résultats, mais c'est pouvoir faire quelque chose pour avoir de l'argent. Si bien que nos enfants, quand nous surprenons, nous corrigeons, mais quand on ne surprend pas, ils sont là à subir tout. J'ai un professeur qui a l'habitude de dire un médiocre ne peut former que des sous-médiocres. Quand nous avons de mauvais professeurs, c'est clair que les enfants ne tireront pas grand-chose. Qu'est-ce que vous préconisez? Vous en avez de mauvais ici? Je ne veux pas dire que nous avons de mauvais, mais la majorité des professeurs que nous avons ici, c'est des gens qui n'ont jamais mis pied à l'école normale supérieure. L'école normale supérieure, pour former les professeurs, est nécessaire. En plus de la connaissance académique qu'on a, il y a la connaissance pédagogique, la psychopédagogie, tout ça là, on en a besoin pour savoir prendre les enfants. Mais la majorité des professeurs que nous avons dans cette école aujourd'hui n'ont pas pris par l'école normale supérieure. Que l'État fasse l'effort de former les gens
Au CEG Gatien, vous avez 7 professeurs permanents, APE pour 24 contracteurs de l'État, alors que nous avons eu près d'une centaine de professeurs vacataires, licence, maîtrise, ainsi de suite. Bon, il y en a qui se débrouillent. Avec la routine, ils ont fini par maîtriser un peu, mais il manque toujours quelque chose. Le passage par l'école normale supérieure est nécessaire. Si l'État peut faire l'effort de recruter ceux qui ont fait l'école normale, parce qu'il y en a qui attendent à la maison, je crois que ça va corriger un peu. Dernier sujet dans notre intervention, il y a quelques jours, l'actuel gouvernement a suspendu les contrats qui existaient entre les organes de presse et les structures publiques. Quelques professionnels des médias de Lomé Plateau donnent leur avis sur la question. Les médias vont vivre de quoi? Le contrat entre le gouvernement et les médias, ces contrats sont vraiment indispensables. Hein? On ne peut pas s'en passer. Ils vont revenir encore sur les décisions. Je pense que la presse, les médias en général travaillent pour le développement, accompagnent le développement. Et on ne me dira pas qu'il n'y a pas la compétence dans les médias. C'est une bonne décision parce que les contrats tels qu'ils étaient ficelés n'étaient pas bien. Il y avait un peu de désordre au niveau des contrats. Maintenant, s'il faut redistribuer les cartes pour repartir sur de nouvelles bases, moi je suis d'accord. Maintenant, s'il faut suspendre complètement, alors là, ça va être difficile parce que les organes ne vivent que de ces contrats-là. À ce sujet, je dirais que vraiment, ça sera vraiment difficile pour les organes de presse vu la suppression de ces contrats, parce que c'est grâce à ces contrats que plusieurs organes de presse, que ce soit écrit, radio ou audiovisuel, arrivaient à gérer les dépenses internes, à savoir le paiement des salaires, tout ce qui concerne les dépenses. En tout cas, ces contrats jouaient beaucoup dans le budget de ces organes-là. Donc, suspendre comme ça, du coup, je crois que c'est un gros coup qui est ainsi donné à ces organes-là, et aussi en ce qui concerne l'information, parce que sans contrat, comment est-ce que ces organes pourraient aller prendre l'information à ces différents ministères? C'est vrai qu'il ne faut pas seulement se contenter du factuel, mais sans le factuel aussi, la population risque de ne pas être au courant de plusieurs choses. Et à mon avis, c'est une décision à revoir parce que c'est pas vraiment fameux pour les organes. Voilà. Voilà, c'est ce qu'on retient de l'actualité ici dans les départements de Lomé et du Plateau pour le compte de cette matinée. Merci de nous avoir reçus. Et ce sera également tout pour ce 13h30. Merci à vous qui l'avez suivi et à très bientôt.